Forum France, bonjour. Il semble que les élites savent que l'Union européenne est morte, mais il n'y a toujours aucune possibilité de l'affirmer publiquement, car il n'y a toujours pas les conditions pour enterrer cette institution supranationale. Il n'y a pas besoin d'experts pour en effectuer une autopsie. La raison de la fin flagrante de l'Union européenne est le fait que l'épidémie de coronavirus a rendu une intervention directe et massive de l'État absolument indispensable. Nous voyons ce qui a été fait non seulement de toute évidence en Chine, mais aussi en Corée du Sud et aux États-Unis, où Trump a approuvé un plan gigantesque qui prévoit d'introduire plus de 2000 milliards de dollars dans l'économie à travers un modèle d'hélicoptère monétaire, c'est-à-dire la stratégie de distribuer directement de l'argent aux citoyens et aux entreprises pour leur permettre de répondre immédiatement à l'urgence, ensuite de sauver le système économique d'un blocage qui est susceptible de durer des mois. L'Union européenne ne peut pas le faire car la souveraineté monétaire n'existe pour aucun des États de l'Union, donc il n'y a pas de possibilité de faire des politiques monétaires autonomes et en même temps il n'y a pas de dimension européenne, il n'y a pas de dimension continentale, avec une vision des risques et une action coordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie deux choses. La première est que les traités qui composent l'Union européenne ont été essentiellement conçus dans les années 90 sur un principe strictement néolibéral de prévalence du marché. Selon l'idéologie avec laquelle est née l'Union européenne, l'État doit se retirer de la vie publique et économique. En particulier, autant que possible, doit se limiter à gérer certains éléments tels que l'ordre public et l'administration générale, mais laisser le marché décider du sort, de la vie et de la mort de chaque État et décider pratiquement de tout ce qui touche à la vie publique. Pourquoi a-t-on choisi ça ? D'une part, précisément pour une question idéologique. D'autre part, parce que la solidarité n'a jamais existé puisque l'Union européenne n'est pas un État et la réponse nationale d'un peuple. De plus, les conditions économiques sont très différentes entre certains pays extrêmement riches et certains pays beaucoup plus pauvres comme la Grèce et le Portugal. Par conséquent, tout laisser au marché et éviter strictement qu'il y ait une dette commune et une banque centrale prêteuse en dernier ressort était essentiellement un moyen de faire un mariage, mais avec des comptes séparés, comme on le fait désormais assez souvent en France. En fait, il y avait une union d'un point de vue monétaire et commercial, mais en ce qui concerne les budgets de l'État, tout le monde devait agir indépendamment et tout le monde devait aller exclusivement sur les marchés pour se financer, donc il devait se mettre dans les mains de l'usure de la finance internationale, selon les conditions qui varient selon la solidité économique de l'État. Dans une telle situation, il est évident qu'il n'y a que deux solutions. Soit la création d'une dette commune par l'Union européenne, par laquelle tous les pays membres font ce qui est nécessaire pour relever les conditions de leurs citoyens, et ensuite la dette est gérée collectivement par l'Union européenne, soit le retour à la souveraineté nationale et monétaire. Sur le plan monétaire, les États qui ont honteusement profité des conditions avantageuses que leur appartenance à l'Union leur garantissait ont cependant clarifié de façon à dissiper tout doute qu'ils ne sont même pas disposés à en discuter. Selon des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche, les États qui ont besoin de ressources financières doivent se tourner vers les messes, d'une part, et mettre ces ressources en proportion de leur PIB, et lorsqu'ils obtiennent ces ressources, ils doivent payer un intérêt usuraire, et non seulement cela, ils doivent s'engager à vendre substantiellement le peu qui reste de biens publics, comprimer leurs citoyens avec des impôts absurdes, et privatiser tout ce qu'il y a à privatiser. Bref, le modèle grec dont nous avons vu les effets dévastateurs. Naturellement, il est impossible de rendre publique une telle situation, même parce que la grande majorité des citoyens ne comprend pas grand-chose, car ce sont des problèmes économiques qui sont malheureusement clairs pour très peu de gens.
Il est clair que dans une telle situation, les mesures d'austérité ne seraient en aucun cas acceptées et de plus, elles ne sont même pas applicables, car pour ne pas effondrer littéralement l'économie de nos pays, nous avons besoin d'immenses injections de liquidités avec des taux d'intérêt minimaux répartis sur des décennies. Un retour complet à la souveraineté monétaire est donc nécessaire. Cela ne peut pas être prolongé maintenant dans le sens où il ne peut pas être discuté dans les mois à venir, car l'urgence est maintenant et je pense que ce n'est ni plus ni moins que l'éclat de l'Union européenne. Mais il y a également des éléments importants. Il y a tout d'abord une rupture au niveau politique entre les pays dits périphériques plus la France, tandis que les pays d'Europe du Nord et les Pays-Bas brillent par leur attitude honteusement cynique. La Hollande est un pays connu plus que tout pour ses sabots, pour son trafic de drogue et pour le fait qu'elle possède une grande richesse, un grand bien-être, essentiellement à raison de son passé colonial et de la traite des esclaves. L'Allemagne est connue pour ses idéologies hégémoniques qui ont eu leur apothéose au siècle dernier. Ces deux pays sont donc caractérisés par un hégémonisme profond envers les autres Européens. De ce fait, non seulement aucune forme de solidarité n'est concevable, mais au contraire, ces pays montrent que dans une situation d'urgence comme celle-ci, ils font ce que j'ai lu quelque part sur Facebook. Ils se comportent comme ceux qui, voyant leurs voisins frappés par un tremblement de terre, non seulement ne les aident pas, mais se précipitent pour fouiller dans les décombres, pour essayer de voler l'argenterie. Face à ces propos, Costa, le premier ministre portugais, a déclaré que l'attitude du ministre néerlandais de Finances est répugnante et il a répété ce terme répugnant 2 fois. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent par rapport à la phase précédente à la crise, et c'est l'attitude de la France. Comme nous l'avons dit dans cette circonstance, les Français ont pris parti avec l'Italie, l'Espagne et les pays méditerranéens et contre l'axe germanique pour demander l'utilisation d'outils communs pour faire face à la crise et en général pour soutenir les positions des pays méditerranéens. Pourquoi ces changements d'attitude de Paris ? Je pense qu'il est déterminé par les nouvelles conditions géopolitiques mondiales qui ramènent rapidement la Méditerranée au centre de tous les équilibres économiques, commerciaux et militaires du nouveau monde post-Covid. La France a connu un développement extraordinaire de l'après-guerre aux années 90 et avec l'entrée dans l'Union européenne, une période de déclin a commencé. Dans cette phase historique, alors qu'il y avait encore la guerre froide, la Méditerranée et l'Europe occidentale étaient une zone centrale du point de vue des intérêts militaires et géopolitiques. Pour cette raison, la France avait été autorisée à se développer d'un point de vue soit économique, soit industriel, jusqu'à ce qu'elle dépasse la Grande-Bretagne et en perspective surmonte même l'Allemagne qui était alors divisée, de sorte qu'elle était plus petite qu'elle ne l'est maintenant. Ce qui se passe à ce stade, c'est que la Méditerranée redevient centrale, car elle est le lieu de rencontre des cultures qui sont aujourd'hui les principaux pôles de l'économie mondiale. La Méditerranée avait perdu sa fonction de centre du monde avec la découverte des Amériques et progressivement le centre de l'économie mondiale s'était déplacé vers l'Atlantique. Les États-Unis et le Canada étaient au cœur de l'économie mondiale. L'Asie était à l'époque encore une zone sous-développée. L'Afrique n'existait tout simplement pas. À la fin de la guerre froide, l'Europe occidentale n'était plus nécessaire. Maintenant que d'un point de vue militaire, une forme de guerre froide entre les États-Unis et la Chine ainsi que la Russie est née, l'économie mondiale a complètement changé. Elle est devenue beaucoup plus axée sur l'Asie. La Méditerranée est le lieu de rencontre entre l'Europe, qui est encore aujourd'hui l'un des lieux les plus développés et les plus industrialisés du monde, l'Asie qui est devenue le moteur de l'économie mondiale et l'Afrique qui d'une part est riche en ressources naturelles et d'autre part connaît dans beaucoup de ces pays un développement tumultueux, principalement dû au fait que les Chinois se sont installés de façon permanente dans de nombreux pays africains
et ont investi d'énormes sommes d'argent et des ressources pour développer cette économie et évidemment pour mettre la main sur ces mêmes ressources, ce qui met à risque l'influence française dans ces régions. Nous sommes donc dans une phase où encore une fois la Méditerranée est au centre de son poids stratégique, mais l'est encore plus d'un point de vue économique. Le fait que le canal de Suez soit doublé pour augmenter la quantité de marchandises qui passeront par cette voie de communication montre également comment la Méditerranée redevient le centre du monde. Cela préfigure une nouvelle phase dans laquelle les équilibres se déplacent à nouveau à l'avantage de l'Europe. Le changement d'attitude de la France dépend à mon avis du fait que Paris a de quelque façon compris cette situation et a aussi compris que l'Union européenne est finie. Par conséquent, je crois qu'elle est prête à mettre l'axe Paris-Berlin dans la cave et à viser à une nouvelle union des pays méditerranéens. La Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal qui bénéficient de ce nouveau rôle de la Méditerranée comme mer centrale dans les équilibres économiques et politiques mondiaux et de créer une sorte de nouvelle Union européenne méditerranéenne au sein de laquelle la France joue un rôle central. On peut l'envisager même parce que les Français ont une forte puissance militaire, principalement due au fait qu'ils ont la bombe atomique et un pouvoir diplomatique pour être l'un des pays du Conseil de sécurité permanent de l'ONU. C'est une possibilité qui pourrait se produire si les conditions devaient se vérifier pour la naissance d'une Europe méditerranéenne opposée à l'Europe germanique, un peu comme ce qui s'est passé avec l'Empire romain qui a éclaté dans l'Empire oriental et occidental. Ce sont des perspectives qui se concrétiseront par la suite, mais pour le moment des choses sont claires. La première, que l'Union européenne n'a pas d'avenir, car il n'y a pas cette volonté de la part des pays cyniques et profiteurs qui ont exploité d'une façon honteuse les conditions de présence au sein de l'Union européenne. On pense aux Pays-Bas qui, étant dans l'Union européenne, se sont comportés d'une certaine manière comme un paradis fiscal, c'est-à-dire qu'ils ont profité du marché commun pour attirer le siège de nombre de grandes entreprises européennes qui payent des impôts très bas aux Pays-Bas, y installent leur siège social et transfèrent d'énormes capitaux aux Pays-Bas, tout en vendant leurs produits dans toute l'Europe sans aucune restriction ni droit. Mais l'opinion publique de ces pays qui ont tant bénéficié de l'Union européenne est convaincue que les autres pays sont essentiellement des piques-assiettes qui veulent vivre derrière eux. Par conséquent, toute hypothèse de fusion des pays européens et de naissance des États-Unis d'Europe est une perspective absolument hors de la réalité. Mais cela implique la nécessité absolue d'un retour à la pleine souveraineté monétaire, qui est un élément central. Pardonnez-moi si j'insiste sur cette question, mais c'est vraiment la seule question vraiment décisive. Une fois que nous avons vraiment retrouvé la souveraineté pour mener des politiques monétaires et par conséquent économiques, nous serions en mesure non seulement de répondre à l'urgence économique dévastatrice du coronavirus, mais aussi de mener une politique de développement industriel, de répondre aux besoins de plein emploi, de recréer un État-providence digne de ce nom. Je le répète, il est absolument essentiel de disposer d'un plein effet de levier monétaire et par conséquent de contrôler les politiques économiques nationales, de ne pas être esclave des marchés et de ne pas être soumis au chantage de la finance internationale. Dans le nouveau contexte de centralité renouvelée de la Méditerranée, si la classe politique sera à la hauteur et si l'opinion publique sera suffisamment informée et pourra par conséquent exercer la pression souhaitée sur la classe politique, nous pourrions nous retrouver dans une nouvelle situation très similaire à celle de l'après-guerre, où la reconstruction a été très rapide et où le pays a connu un développement économique et social jamais vu auparavant. À mon avis, nous devrions utiliser cette situation pour traiter avec les Américains d'une part et les Chinois de l'autre, en se concentrant toujours et uniquement sur l'intérêt national et en ayant la possibilité de développer pleinement nos compétences, la créativité de nos entrepreneurs pour garantir à nouveau aux générations futures un avenir auquel elles ont les droits. Merci pour votre attention.
Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.